On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les limites de fonctions. Alors, on va ici aborder un chapitre quand même assez important. C'est une notion qu'on avait déjà un petit peu touchée, on va dire, dans certains chapitres, comme par exemple avec la dérivation, ou alors dans ce qu'on avait un petit peu vu sur l'exponentielle. Mais on calculait la dérivée de l'exponentielle, donc forcément on était avec des limites. Mais là, ici, on va vraiment essayer de rentrer un petit peu plus en détail sur cette notion de limite, sans aller fondamentalement trop loin non plus, mais quand même en essayant d'être un petit peu exhaustif pour vraiment découvrir fondamentalement cette notion et un petit peu voir à quoi elle sert et aussi déduire pas mal de propriétés inhérentes à cette notion de limite. Alors déjà, pour faire simple, pour un petit peu introduire la notion, on va parler de limite lorsqu'en fait on va se demander quelle est la valeur prise par f de x, si je prends f une fonction, lorsque x se rapproche d'une certaine valeur. C'est-à-dire, imaginons quand x est très très grand, infiniment grand, que vaut f de x? C'est un petit peu ça la question qu'on va se poser, par exemple, ou alors quand x vaut une valeur finie, est-ce que f de x vaut une valeur infinie? Et du coup, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qui se passe? Donc, face à ce genre de questions, il y a plusieurs situations qui peuvent intervenir. Tout d'abord, lorsque on parle d'une limite infinie en une valeur finie, c'est-à-dire quand f de x vaut quelque chose de très grand ou alors très petit, ça peut être moins infini aussi, lorsque x vaut une valeur finie. Donc là, je vous ai pris deux exemples. Ici, on a x qui vaut une valeur a, qui est un nombre fini, qu'on peut clairement identifier, voilà, qui n'est pas une valeur infiniment grande. Et on voit que quand les x se rapprochent de la valeur x égale a, eh bien on a f de x qui se rapproche de valeurs extrêmement grandes. Alors bien sûr, ici on représente les choses de façon euh, assez approximative, parce qu'on ne peut pas représenter fondamentalement l'infini ici. Mais en tout cas, on représente une valeur qui vaut l'infini pour dire qu'en fait ici, f de x vaut quelque chose de très grand. Et on remarque alors ici, dans le cas où f de x vaut plus l'infini, que aux abords de x égale a, on a en fait notre courbe représentative de la fonction f qui monte. Mais ce que je n'ai pas fondamentalement précisé ici, c'est qu'en fait, à partir d'une certaine valeur très proche de a, f de x vaut l'infini, et ceci sans changer. C'est-à-dire qu'une fois passé une certaine valeur de x aux abords de a, dès qu'on continue à se rapprocher de a, f de x ne fait que diverger vers plus l'infini. On peut représenter fondamentalement la même situation lorsque, en une valeur finie, par exemple x égale a, donc aux abords de cette valeur, et quand on parle de limite, on est vraiment dans cette notion de on se rapproche de, on tend vers quelque chose, et bien aux abords de x égale a, on voit que notre fonction se rapproche d'une valeur infiniment petite. Et on remarque que dans les deux cas, on peut tracer ce qu'on appelle une asymptote verticale, c'est donc une droite d'équation x égale a, avec a la valeur vers lesquelles les x se rapprochent lorsque f de x tend vers une valeur infiniment grande ou petite. Cette équation la droite ici, qui est donc l'asymptote verticale dans les deux cas, a pour équation x égale a. Tous les points de cette droite ont pour abscisse x égale a. D'ailleurs, pour remarque, cette droite-là, ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas une fonction parce qu'une fonction, par définition, va avoir pour chaque image
soit 0 antécédent, soit un antécédent, soit plusieurs antécédents. Par contre, on ne peut pas avoir un antécédent qui a plusieurs images. Ça contredit la définition même d'une fonction. C'est x qui joue le rôle de la variable ici, et on va pas avoir pour un x plusieurs f de x, ça n'a pas de sens. Et celle d'une limite finie en une valeur infinie, c'est-à-dire que f de x vaut une valeur finie lorsque x se rapproche d'une valeur infinie, infiniment grande ou infiniment petite. On voit que lorsque x vaut quelque chose d'infiniment grand, et bien c'est à ce moment-là que f de x tend à converger vers une valeur L, d'accord, à partir de, disons à partir d'un moment où x est infiniment grand. Même plus ou moins avant ce x-là, même situation ici, lorsque x est infiniment petit, eh bien on voit qu'à ce moment-là, notre fonction vaut une valeur finie. Et dans les deux cas, on remarque ce qu'on appelle une asymptote horizontale, c'est donc une droite, ici l'équation, f de x égale L. Donc, notre courbe représentatif aux abords de la limite que l'on considère en x ici, eh bien, va avoir, ou notre courbe en question va se rapprocher de cette asymptote horizontale. Se rapprocher sans jamais vraiment la toucher. C'est vraiment les situations qui caractérisent les limites les plus intéressantes, parce que bon, si je vous parle, ça n'a pas vraiment d'intérêt de parler d'une valeur finie en comment dire, une limite finie en une valeur finie. Pas vraiment d'intérêt. Là où c'est intéressant, c'est dans des cas particuliers, comme dans des cas où x se rapproche de valeurs infinies, que vaut f de x, et au contraire, lorsque f de x vaut des valeurs infinies, quand x se rapproche de certaines valeurs. Alors on peut aussi avoir le cas, bien sûr, où quand x se rapproche de valeurs infinies, notre fonction se rapproche, donc f de x se rapproche de valeurs infinies, qui est un cas qui n'est pas si intéressant que ça fondamentalement. Vous pouvez imaginer que voilà, quand x vaut une valeur infinie, et ben vous avez votre fonction qui vaut quelque chose d'aussi infini. Maintenant, on peut se demander de façon un petit peu plus calculatoire, disons, comment on peut déterminer une limite. Mais en fait, là, ce que je vais commencer à introduire, c'est plutôt les problèmes qui peuvent nous empêcher de déterminer la limite d'une fonction. C'est là que je vais commencer à parler de formes indéterminées. Alors, juste avant de continuer, je refais un petit débrief, disons. Ici, quand on parle de limite, encore une fois, on est en train de parler de f de x. C'est quand x se rapproche d'une valeur, f de x se rapproche d'une certaine valeur, et cette valeur-là, pour f de x, c'est la limite. Pour bien que vous compreniez de quoi on parle. Maintenant, il s'avère que parfois, et peut-être même souvent, lorsqu'on a donc f de x qui nous est défini de façon algébrique par une expression mathématique, on a du mal en fait à déterminer la valeur de cette limite là, parce qu'on va se retrouver dans ce qu'on appelle les formes indéterminées. On en a plusieurs, je vais vous en montrer. Tout d'abord, alors là j'ai écrit 0 sur 0. Quand on parle de limite, parce qu'il faut toujours se ramener au contexte. Quand on parle de limite et que j'écris 0 sur 0, ce qu'il faut comprendre en fait c'est une valeur proche de 0 divisée par une valeur proche de 0. Donc c'est pas exactement 0. Mais vous avez bien compris, on écrit 0 sur 0 par simplification, parce que je ne vais pas écrire quelque chose de proche de 0 divisé par quelque chose de proche de 0. Alors ici, on va avoir un problème. On ne sait pas exactement ce que ça vaut dans le sens où ça peut valoir plusieurs choses. Comme je vais le montrer ici avec un exemple. Alors, ici dans ce cours-là, on ne détaillera pas trop les façons de lever des indéterminations. On va voir
quelques exemples de calcul de limite, mais je préfère plus voir ça dans les exercices que je fais en général avec mes élèves, parce que c'est beaucoup plus intéressant de voir dans ce contexte-là. En tout cas, pourquoi 0 sur 0 est une forme indéterminée? Eh bien, par exemple, si je prends 10 puissance moins 20 divisé par 10 puissance moins 40, ces deux valeurs sont extrêmement petites. Un 10 puissance moins 20, on est avec du 0,00000, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à 10. On est sur quelque chose de très petit, donc je l'écris sous forme de puissance de 10 pour simplifier. Là, on est sur quelque chose d'encore plus petit. Eh bien, regardez. Donc ça, rappelez-vous, là, je ne fais qu'appliquer les propriétés des puissances qu'on avait vues déjà dans le cours sur les puissances, c'est que ce quotient peut être ramené à ceci. 10 puissance moins 20 moins 40. Et ceci me donne donc 10 puissance moins 20 plus 40, c'est-à-dire 10 puissance 20. Et 10 puissance 20, c'est une valeur extrêmement grande qu'on va considérer comme valant plus l'infini. J'ai mis environ égal, et j'aurais pu mettre égal, parce qu'on est vraiment dans l'approximation ici. Plus l'infini, c'est pas une valeur en soi, ça peut représenter pas mal de choses, mais en tout cas quelque chose d'extrêmement grand. 10 puissance 20, c'est très très grand comme valeur. Cependant, si je prends maintenant 10 puissance moins 40 divisé par 10 puissance moins 20, on est encore avec deux valeurs extrêmement petites. Quand je dis petite, ici, c'est dans le sens proche de 0. Parce que c'est vrai qu'il y a une ambiguïté quand on dit petit. Est-ce qu'on parle de 0 ou on parle de moins infini? Donc je précise ici, on est dans le cas 0 sur 0. Donc là, ici, on est encore dans ce cas. Et on va trouver une valeur différente, car 10 puissance moins 40 divisé par 10 puissance moins 20, quand vous refaites les étapes, ça vous donne 10 puissance moins 20 comme résultat, et 10 puissance moins 20, c'est proche de 0. Et donc finalement, on a pris deux cas différents. On était dans la même forme, c'est-à-dire 0 sur 0, c'est-à-dire quelque chose de proche de 0 divisé par quelque chose de proche de 0. Et dans les deux cas, on a trouvé des résultats différents. Ce qui montre bien que quand on est dans quelque chose de la forme 0 sur 0, on peut trouver plusieurs résultats différents, ce qui donne ce caractère indéterminé à ces formes-là, ces formes d'expression-là. Donc ça, c'est un premier cas de forme indéterminée. On en a un autre, qui est le cas où on soustrait des infinis. Je vais vous prendre un exemple où on trouve des résultats différents. Premier cas, donc 10 puissance 40 moins 10 puissance 20. Donc évidemment, je décompose 40 en 2 fois 20, parce que l'idée, ça va être de factoriser par 10 puissance 20. Donc là, j'ai 10 puissance 20 facteur de 10 au carré moins 1, c'est-à-dire 10 puissance 20 fois 99, et donc c'est quelque chose d'infiniment grand, que je note plus l'infini ici, parce que positif. Donc c'est pas le moins infini ici, mais plus l'infini. Maintenant, si je prends 10 puissance 20 moins 10 puissance 40, les deux sont des valeurs infiniment grandes, et par la même logique, je trouve comme résultat moins l'infini. Donc là, on a donc une problématique qui est que pour une même forme, on trouve des résultats différents, ce qui montre bien que cette forme, elle ne donne pas un résultat unique. Quand je dis unique, c'est ici dans le sens où on n'a pas un même type de résultat. Donc c'est une forme indéterminée. Donc quand on a de l'infini moins l'infini, la réponse n'est pas a priori évidente. Il va falloir, comme on le verra à la fin du cours, changer l'écriture parfois pour pouvoir lever l'indétermination et nous ramener à quelque chose dont on peut voir la limite. Une autre forme indéterminée est infini sur infini. Alors ici, je vous prends un exemple, 10 puissance 40 divisé par 10 puissance 20. Vous allez trouver que ça vaut plus l'infini, quand vous allez faire les opérations sur les puissances de façon un peu classique. Et si je prends 10 puissance 20 divisé par 10 puissance 40, donc encore deux valeurs infiniment grandes que je divise, je trouve 0. Quand je dis 0, c'est-à-dire quelque chose de proche de 0.
d'une part je trouve plus l'infini, d'autre part je trouve 0 pour une même forme. Donc cette forme-là est donc indéterminée. Alors on a une forme équivalente qui est infini fois 0. Encore une fois, je précise, c'est-à-dire quelque chose d'infiniment grand fois quelque chose de proche de 0. En fait, ce n'est qu'un cas particulier de infini sur infini. Parce que infini sur infini, c'est infini fois 1 sur l'infini, et 1 sur l'infini, c'est proche de 0. Un exemple simple, vous prenez 1 demi, ça va faire 0,5. 1 quart, ça va faire 0,25. Et en fait, plus vous augmentez le dénominateur, en laissant le numérateur constant, plus votre résultat va baisser. Et évidemment, si j'ai quelque chose d'infiniment grand au dénominateur et que j'ai une valeur finie au numérateur, on comprend bien qu'on a, tellement divisé 1 ici que ce qui reste comme part, en quelque sorte, si on veut revenir à cette logique-là, c'est quelque chose de proche de 0 finalement. Donc infini divisé par infini, c'est infini fois 1 sur infini, c'est-à-dire infini fois 0. Comme infini sur infini, c'est une forme indéterminée, une FI, pour le dire plus rapidement, comme on le dit plus rapidement en général, et bien infini fois 0 l'est aussi par cette égalité. Alors quelque chose que vous verrez moins, mais qui existe aussi comme forme indéterminée, c'est infini puissance 0. Puisque infini puissance 0, c'est infini puissance 1 moins 1, c'est-à-dire infini sur infini, dont on a dit que c'était une FI. Et on a une autre aussi qui est 0 puissance 0, et ça on en avait déjà parlé. Et on en a une autre aussi. Cette autre FI, c'est 1 puissance infini. Alors, encore une fois, quelque chose de proche de 1, puissance l'infini. On peut prendre un exemple, 1,0008. Si je le mets puissance 1000, je trouve environ 2,22. Si je le mets puissance 20 000, je trouve un peu plus de 8 millions. Et évidemment, si je mets une puissance infiniment grande, je trouve quelque chose d'infiniment grand. On verra d'ailleurs dans ce cours qu'on va être sur quelque chose de la forme 1 puissance l'infini et qu'on va trouver une valeur finie. Et ça, justement, c'est quelque chose qui nous montrera finalement que quand on a quelque chose de proche de 1 puissance l'infini, ça peut donner une valeur finie, comme ça peut donner une valeur infinie. Ça, on y reviendra plus tard. Avant d'enchaîner sur des cas de figure qui peuvent nous permettre de directement lever une indétermination, on va parler de quelques petits théorèmes qui nous permettent en fait de déduire des limites de certaines valeurs de fonctions grâce aux limites déduites des autres fonctions. On commence tout simplement avec le théorème de comparaison. F de x est inférieur ou égal à g de x. Et si on sait que f de x, quand x tend vers plus l'infini, on note comme ça limite quand x tend vers plus l'infini. Si on sait que la limite en l'infini de f de x, c'est une limite qui vaut plus l'infini, alors à ce moment-là, on dira que forcément la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est plus l'infini. Ce qui est assez logique, j'ai déjà f qui vaut plus l'infini et g de x qui est plus grand que f. Bon, quand x tend vers plus l'infini, g de x doit être d'autant plus grand que f de x, donc doit encore plus valoir plus l'infini. On a cette même logique, alors cette fois-ci attention à l'ordre. Si on conserve cette inégalité de f de x inférieur ou égal à g de x, si limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égal à moins l'infini, c'est-à-dire si la limite de g de x en moins l'infini c'est moins l'infini, alors la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ce sera d'autant plus moins l'infini. Ça, en moins l'infini, ça vaut moins l'infini, donc comme ceci est plus petit, ça doit d'autant plus valoir moins l'infini lorsque x se rapproche de moins l'infini. On a aussi ce qu'on appelle le théorème d'encadrement ou des gendarmes. Encadrement, vous allez le voir, parce que tout simplement, on va avoir une fonction qui va être encadrée entre deux autres fonctions dont on connaît la limite.
en plus l'infini, ou en moins l'infini. Donc si par exemple je prends f, g, h, trois fonctions, que j'ai f de x qui est compris entre h de x et g de x, et que par exemple en plus l'infini, j'ai h de x et g de x qui valent une limite finie, c'est là la différence, alors f de x vaudra cette même limite finie que j'ai appelée L ici. En plus l'infini, ça vaut L, en plus l'infini, ça vaut L, et comme ceci est compris entre L et L, en plus l'infini, alors en plus l'infini, ceci vaut aussi L. Voilà un petit peu l'idée. Alors, je fais une petite remarque parce qu'il y a une ambiguïté qui peut intervenir. Quand on dit que notre fonction vaut la limite, parce que effectivement, parfois, f de x, en fait, f de x, lui, se rapproche de la limite. Nous, la limite, ce qu'on considère comme limite, c'est la valeur vers laquelle se rapproche indéfiniment notre fonction lorsque x vaut une certaine valeur. C'est ça la limite ici. Quand x tend vers une certaine valeur. C'est-à-dire que quand x est aux abords d'une certaine valeur, une fois ce seuil dépassé, x se rapproche de cette valeur, et du coup f de x se rapproche d'une autre valeur qui peut être finie ou infinie. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. J'ai introduit ici ce qu'on appelle les croissances comparées, parce qu'ici on va voir que il existe des cas de figure où même si a priori on est dans une FI, on peut quand même lever l'indétermination parce qu'on sait que une des fonctions qu'on considère croît plus vite qu'une autre, et que donc elle aura forcément une valeur plus grande par exemple. Avant de parler de ça, je vais tout d'abord parler de quelques limites sur l'exponentielle. On en avait déjà un petit peu parlé, mais en commençant aussi à appliquer des notions qu'on a vues dans ce cours-là. En plus l'infini, en fait, on va montrer en fait que exponentielle de x est toujours plus grand que x. X est une fonction, c'est la fonction qui s'exprime sous la relation f de x égale x. Et exponentielle de x est une autre fonction. Et en fait, pourquoi on veut montrer ça? Parce que si on montre que ceci est vrai pour tout x, alors on utilisera le théorème de comparaison en disant que si x tend vers plus l'infini, alors exponentielle de x tend d'autant plus vers plus l'infini. Donc il faut qu'on montre ça. Là, je vais vous montrer une technique qu'on aime bien utiliser et que vous aurez peut-être à utiliser à un moment donné. Pour comparer deux valeurs, on aime bien poser une fonction qui permette de comparer ces deux valeurs. On va voir comment. Alors ici, tout d'abord, dire que exponentielle de x est plus grand que x, ça reviendrait à dire que exponentielle de x moins x serait plus grand que 0. J'ai repris exponentielle de x supérieure à x et je soustrais par x de chaque côté. Dans ce cas-là, est-ce que exponentielle de x moins x est toujours supérieur à 0? Alors pour ça, on va poser une fonction f de x est égale à exponentielle de x moins x. Et si on trouve que cette fonction f est toujours positive, ça reviendra donc à dire que l'exponentielle de x moins x est toujours positif et on aura notre déduction et on pourra donc appliquer le théorème de comparaison. Alors, là, c'est pas toujours évident de déduire le signe d'une fonction. Pas très compliqué en général de déduire les variations d'une fonction, mais déduire le signe d'une fonction, c'est moins évident. Et là, on va passer par une technique. On va d'abord étudier les variations de notre fonction, et en fait, on va déduire ensuite le signe. Là, on est dans un cas particulier, comme vous allez le voir, où on peut faire ça. D'abord, dérivons notre fonction, donc exponentielle de x moins x, c'est une différence. On sait que la dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées. De même que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. De toute façon, la soustraction n'est qu'une somme particulière. Donc, la dérivée de exponentielle de x moins x, c'est la dérivée de exponentielle de x moins la dérivée de x, c'est-à-dire exponentielle de x moins 1.
On va se demander tout d'abord quand notre dérivée est positive. Donc si f de x est positif, ça revient à dire que l'exponentielle de x moins est positif. Et par déduction logique, on va déduire que x doit être positif pour que f' de x soit positif. Alors, donc on voit que si x est positif, donc pour toutes les valeurs de x, là j'ai mis strictement positive, mais en fait on va voir que pour x égale 0, ça l'est aussi. Donc si x est positif, notre fonction f est croissante. Très bien. Seulement, si x est positif, on sait que l'exponentielle de x va aussi être positif. Donc leur différence, qui vaut 0 moins 0, parce que là, ça c'est supérieur à 0, ça c'est supérieur à 0, je soustrais par x ici, et là je soustrais 0 par 0, qui vaut 0. Donc j'ai bien ceci. Et donc f de x qui est positif. Donc si x est positif, notre fonction f de départ est positive. Et donc on peut bien, dans ce cas-là, appliquer le théorème de comparaison, seulement on n'a pas encore démontré que c'était vrai pour tout x. Il faut déjà voir le cas x égale 0 et aussi le cas où x n'est pas positif. Si x est négatif, alors f' de x est négatif, donc f est décroissante. Dans ce cas, ça veut dire que f passe de décroissante à croissante et ce passage se fait en x égale 0. Puisque pour x supérieur à 0, notre fonction elle est croissante. Pour x inférieur à 0, elle est décroissante. Donc le changement de variation il se fait en x égale 0. Seulement en x égale 0, on a f de 0 qui vaut exponentielle de 0 moins 0, c'est-à-dire 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Donc quand x est égal à 0, notre fonction, elle est encore positive. Mais comme notre fonction, elle décroît avant, puis quand x égale à 0, elle vaut quelque chose de positif, et pour x après 0, elle vaut quelque chose de positif, bah avant aussi, elle doit être positive, puisqu'elle décroît, c'est-à-dire qu'elle avait des valeurs plus grandes, on passe de valeurs plus grandes à des valeurs moins grandes, on décroît. Je vous ai représenté une idée de ça. J'ai quelque chose de positif, en x égale 0, f de x vaut 1, donc c'est positif, mais avant ça décroît, c'est-à-dire que c'était encore d'autant plus positif. Et donc en fait, notre fonction f, elle est toujours positive. Et donc exponentielle de x moins x est toujours supérieure à 0. Et donc par la déduction qu'on fait, on peut déduire que exponentielle de x est toujours supérieure à x, et que donc, par théorème de comparaison, on a la limite voulue pour exponentielle de x. C'est-à-dire que quand x tend vers plus l'infini, alors exponentielle de x tend vers plus l'infini. Voilà l'idée, et maintenant il ne reste plus qu'à voir pour x qui tend vers moins l'infini. Alors, une façon de faire ici, c'est de réexprimer l'exponentielle. Je vous rappelle qu'en utilisant les propriétés sur les puissances, on a que exponentielle de x est en fait égal à 1 sur exponentielle de moins x. Ça va nous aider. Parce que si du coup x tend vers moins l'infini, je vais avoir quelque chose en gros de cette forme-là. 1 sur exponentielle de moins l'infini. C'est-à-dire 1 sur exponentielle de plus l'infini. Et on sait que exponentielle de plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Ce qu'on a montré avant. 1 sur exponentielle de plus l'infini, c'est 1 sur l'infini, c'est-à-dire 0. Ce qu'on a déduit ici, c'est que si x tend vers moins l'infini, alors exponentielle de x tend vers 0. Donc je ne suis pas en train de dire exponentielle de x est égal à 0. Il ne servira à rien, ce qui n'aurait pas trop de sens, dans la mesure où on ne s'intéresse pas à ce que x vaut. D'ailleurs, ici en moins l'infini, ça n'a pas trop de sens de ce que je vais dire, mais par exemple, si je cherche la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x, on sait que ça va valoir 1, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas
quand x est égal à 0. Ce qui nous intéresse, c'est quand x est proche de 0. Et donc forcément, on sait, nous, parce qu'on connaît la fonction exponentielle, que exponentielle de x, à ce moment-là, sera proche de 1. Ne vaudra pas 1, mais proche de 1, parce qu'on se rapproche de 1. 1 est la limite. On se rapproche de cette limite. Bien. Donc voilà, déjà, on a ces quelques limites sur l'exponentielle qui vont nous servir. Parce que rappelez-vous d'où on part. Ici, on s'intéresse à ce que j'ai appelé les croissances comparées. En fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on parle de ça. On parle de ça parce que c'est quelque chose qui va nous servir à lever des indéterminations. Une première indétermination qui pourrait arriver est celle dans laquelle on aurait de l'exponentielle et une fonction polynomiale au dénominateur, donc dans un quotient, une division, et qu'on est en l'infini. Parce que là, on va avoir une forme indéterminée. On pourra lever ici. Donc, a priori, exponentielle de x en l'infini, ça vaut l'infini. Et ça, en l'infini, ça vaut l'infini. X puissance n. Infini sur infini. On va montrer que ça vaut quand même plus l'infini. Parce qu'on va montrer qu'en fait, l'exponentielle de x pour un x donné est toujours plus grand que x puissance n. L'infini de l'exponentielle de x, en quelque sorte, l'emporte. On va utiliser une technique assez similaire à celle qu'on a faite avec les limites pour l'exponentielle. On va poser une fonction qui va nous permettre de comparer exponentielle de x et x à une certaine puissance. Pour l'instant, on va prendre le cas de la puissance 2 et puis on va généraliser. Non, pour le cas, on va même prendre juste le cas de la puissance 1 et après on va généraliser. Je vais poser f de x égale exponentielle de x moins x carré sur 2. Cette fonction n'est pas choisie au hasard parce que j'anticipe déjà la dérivation que je vais faire qui va m'amener à avoir en fait exponentielle de x moins x. Et je sais que ça, c'est toujours positif. Toujours positif. Et que donc fondamentalement, exponentielle de x moins x carré sur 2 est toujours croissante. Seulement en x égale 0, notre fonction elle est positive. Et après 0, elle reste positive. C'est-à-dire qu'en gros, notre fonction elle est positive en 0. Et quand x est plus grand que 0, bah, comme notre fonction croît, bah, f de x doit être aussi positif, doit rester positif. Donc en fait, dès qu'on est dans des valeurs de x positives, notre fonction f en question, elle est toujours positive aussi. C'est-à-dire que l'exponentielle de x moins x carré sur 2 est positif, pour x positif. On considère que le cas x positif parce qu'on s'intéresse à la limite en plus l'infini. On a donc l'exponentielle de x moins x carré sur 2 est toujours positive, donc l'exponentielle de x est supérieure à x carré sur 2. Supérieur ou égal. Si je divise par x, on enlève le cas x égale 0. De toute façon, on sait que c'est toujours positif ici encore, à ce moment-là. Et en enlevant le cas x égale 0, je divise par x de chaque côté, et je trouve que l'exponentielle de x sur x est en fait supérieure à x sur 2. Alors là, je me retrouve avec ça. Et maintenant, par théorème de comparaison, c'est x tend vers plus l'infini, alors ceci tend d'autant plus vers plus l'infini. Donc ça revient à dire que quand x tend vers l'infini, j'ai certes infini sur infini, mais la limite, elle vaut quand même plus l'infini. Ça, c'est l'application du théorème de comparaison. Là, on voit qu'on est dans le cas où x est à la puissance 1, donc n est égal à 1. On va voir qu'on peut généraliser. Si n est supérieur à 1, on va essayer de faire preuve d'ingéniosité. L'idée étant qu'on veut appliquer des choses qu'on a déjà vues. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une expression qui a priori est nouvelle, mais on va la réécrire pour faire apparaître des choses qu'on connaît. Donc, exponentielle de x sur x puissance n, je peux, pour le x en puissance, je peux le diviser par n et le multiplier par n. Et là en bas, bah, je peux déjà, le x, ici, je peux le diviser par n et le multiplier par n. Ça ne change rien, donc j'avais x puissance n. Ce x là, si je le divise par n et que je le multiplie par n, cette fois-ci en tant que coefficient multiplicateur,
Ça ne change pas la valeur. Je divise et je multiplie par la même chose. C'est comme si j'avais rien fait. En utilisant les propriétés sur les fractions, je peux sortir le n comme 1 sur n ici. Ça, on l'avait vu dans la vidéo sur les fractions. Et alors, pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, si vous regardez bien, la puissance qu'on a sur l'exponentielle, elle est de la même forme que la valeur qu'on a au dénominateur. Et donc en fait, on se retrouve dans le même cas que celui qu'on avait vu juste avant. Et on voit qu'à l'intérieur des parenthèses, hein, il n'y a pas de puissance sur la valeur qui est au dénominateur. Donc on est encore dans le cas où ce qui est au dénominateur est puissance 1. Le puissance n, je ne le considère pas, enfin je le considère ensuite, mais en fait si on avait dû tout ça à la puissance n et qu'on avait encore de la puissance n, là il y aurait un problème. Et fondamentalement, ce qui est à l'intérieur de la parenthèse nous ramène au même cas qu'avant. À partir du moment où ce qui est au numéraire, ce qui est en puissance ici est équivalent à ce qui est au dénominateur là, qui est égal plutôt, alors à ce moment-là, et que j'ai une puissance 1, eh bien je peux réappliquer ce que j'avais dit tout à l'heure. Et donc, en fait, pourquoi je ne considère pas la puissance ici? Parce qu'en fait, quand on a plein de limites différentes, parce que là, quand x tend vers plus l'infini, on va le multiplier ensuite par, on va multiplier cette expression par 1 sur n, puis on va la mettre à la puissance n, donc il faut faire les choses par étapes. Déjà, on sait que quand x tend vers l'infini, bah, x puissance n tend aussi vers plus l'infini. N est une valeur finie. Infini sur une valeur finie, ça fait l'infini. Et d'autre part, si on pose x puissance où x sur n est égal à x, grand X étant une certaine valeur, qui vaut x sur n, eh bien, si petit x tend vers plus l'infini, alors grand X tend aussi vers plus l'infini. Et donc, en réexprimant x sur n comme valant un certain nombre grand X, j'ai donc exponentielle de grand X sur x. Et donc là, c'est pour ça que je vous dis qu'on se ramène au même cas que tout à l'heure. Et donc, quand x tend vers plus l'infini, alors ceci tend vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que ceci tend vers plus l'infini. Fois 1 sur n, ça va rester plus l'infini. Et plus l'infini à la puissance n, avec n différent de 0, ça vaut bien plus l'infini. De toute façon, il faut que n soit différent de 0, parce que sinon on diviserait par 0. Ici. Et donc, et de toute façon, on avait posé que n était supérieur à 1. Donc ici, on voit que même quand on met la puissance n, parce que finalement tout ceci ça part de cette expression-là, donc comme on a prouvé que cette expression-là en x allant plus l'infini, elle vaut, le tout vaut plus l'infini, alors ceci, quand x tend vers plus l'infini, vaut aussi plus l'infini. Donc voilà l'idée ici. On a montré ce cas général et en fait on peut du coup déduire même un cas particulier. Si maintenant on a que ceci vaut plus l'infini, alors quand j'inverse ici, eh ben, j'inverse aussi le résultat là. Et donc cette expression-là maintenant, elle tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Ça tend vers 0 du côté positif, parce que 1 sur plus l'infini c'est positif. C'est-à-dire qu'on se rapproche de 0 mais du côté positif. Une autre FI c'est forme indéterminée, hein, je rappelle. Notre FI ici, c'est x fois exponentielle de x, c'est-à-dire quand la limite quand x vaut moins l'infini. On a moins l'infini fois 0. Je rappelle que l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini donne 0. On se rapproche de 0. Donc a priori, on a une FI de la forme moins l'infini fois 0. Et en fait, on va montrer que c'est une croissance comparée, une CC. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réexprimer x fois exponentielle de x pour nous ramener à des choses qu'on connaît. On aime bien utiliser cette technique. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais multiplier. Je vais prendre x, je vais le multiplier par moins, et je vais le remultiplier par moins. Donc, c'est comme si je multipliais par 1. Je vais faire pareil pour ce qui est en puissance de l'exponentielle. Évidemment, l'exponentielle avec un signe négatif, ça revient à diviser par cette exponentielle-là sans le signe négatif. Alors, le signe négatif qui est devant ici, on va l'enlever ici, il ne restera que exponentielle de moins x, celui qui est à l'intérieur.
je vais poser que mon x vaut un nombre qui vaut grand X. C'est-à-dire que je réexprime mon x, hein, c'est juste une réexpression. Alors évidemment, si on change l'expression de moins x, il faut que cette nouvelle expression puisse être en cohérence avec l'expression qu'on avait au départ. En l'occurrence, si x tend vers moins l'infini, alors moins x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. En fait, grand X tend vers plus l'infini ici. C'est ça qu'on doit considérer. Donc on a dit que finalement, si on remplace moins x par grand X, on va se retrouver avec ceci. Et donc quand grand X tend vers plus l'infini, on va diviser par x en haut et en bas, par le grand X. On trouve ceci. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on se ramène à quelque chose qu'on connaît là. Ça, quand grand X tend vers plus l'infini, ceci tend vers plus l'infini. Et moins 1 sur plus l'infini, bah ça fait... Alors déjà, 1 sur plus l'infini, ça tend vers 0. Si je multiplie par moins, ça change rien, ça tend aussi vers 0. Ça tend vers 0 du côté négatif, mais ça tend vers 0. Autrement dit, on a montré que quand... On a montré ici que tout simplement, parce qu'au départ on est parti de ça, on a montré finalement, hein, parce que tout ça c'est des égalités, que quand x tend vers moins l'infini, alors cette expression-là tend vers 0. Une autre fi est x fois ln de x. Parce que quand x tend vers 0, alors c'est une fi quand x tend vers 0. Pourquoi? Parce que quand x tend vers 0, je vais avoir 0 fois moins l'infini. Car je rappelle que quand x se rapproche de 0, ln de x se rapproche de moins l'infini. Et c'est une fi. Seulement, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser ln de x égale grand X. Alors si ln de x vaut un nombre qu'on va appeler grand X, alors que vaut le petit x? Je vais appliquer l'exponentielle de chaque côté, je vais avoir ceci. Pourquoi je m'intéresse au petit x ici? Bah, parce que pour considérer la valeur de grand X, pour la limite qu'on étudie, il faut déjà se demander quelle est la valeur de petit x. Parce qu'une fois que j'ai la valeur de petit x, il suffira d'appliquer le ln à cette valeur de petit x pour avoir la valeur du grand X. Donc j'ai déjà besoin de savoir que vaut petit x. Petit x vaut exponentielle de grand X. Ok. Donc maintenant, j'ai dit que grand X vaut ln de x, et ln de x qui est là, et petit x vaut exponentielle de grand X. Donc, si je réexprime ceci, ça me donne ça. Ok. Donc là, on a dit que x tend vers 0. C'est ça la limite qu'on cherche. Enfin, c'est ça qu'on cherche. C'est quand x tend vers 0, quelle est la limite? Eh bien, quand x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini, donc grand X tend vers moins l'infini. Ah bah ça tombe bien. Parce que si grand X tend vers moins l'infini, alors je me ramène à la fi qu'on a vue juste avant, et qui vaut 0. Donc en fait, ceci, quand grand X tend vers moins l'infini, ça va valoir 0. Donc ceci va valoir 0 quand x tend vers 0 par égalité qu'on a vu. Parce qu'on a vu que ceci, quand grand X tend vers moins l'infini, c'est pareil que ceci quand x tend vers 0. C'est ce qu'on a montré ici. Et on a montré que ceci tendait vers 0, donc ceci doit tendre vers 0 quand petit x tend vers 0. On remarque ici finalement que la limite de petit x l'emporte sur ln de x. Hein. Pourquoi? Bah parce que petit x se rapproche de 0 et ln de x se rapproche de moins l'infini. Ça veut dire que la valeur x elle croît plus vite que ln de x, elle est plus puissante en termes de croissance que ln de x. On peut a priori généraliser ça en disant que les fonctions polynomiales, parce qu'après on pourrait dire bah oui mais si je mets x puissance n, on peut généraliser le propos et dire qu'en fait les fonctions polynomiales, c'est-à-dire x à une certaine puissance, elles vont avoir une croissance qui est plus importante que ln de x. Alors une autre fi encore, c'est ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini. On va montrer que ça vaut 0, parce qu'a priori c'est pas évident. Là j'ai ln de plus l'infini, bah infini sur infini c'est une fi. Très bien. Ici d'ailleurs il n'y a pas de limite en moins l'infini, ce qui n'aurait aucun sens, puisque la valeur x à l'intérieur du ln doit être strictement positive. Donc,
Encore une fois, on va poser un petit changement dans la variable, hein, c'est-à-dire qu'on va poser grand X égale ln de X. Donc petit x vaut exponentielle de grand X, hein, ça on connaît. Or, on a dit que quand x tend vers l'infini, plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, donc grand X tend vers plus l'infini. Et comme on a réexprimé ceci comme valant x sur exponentielle de grand X, hein, et que là on est donc avec grand X qui tend vers plus l'infini, j'ai cette forme-là dont on avait montré que en plus l'infini, elle valait 0. Mais comme ceci, quand grand X tend vers plus l'infini, c'est pareil que ceci quand x tend vers plus l'infini, petit x, quand petit x tend vers plus l'infini, c'est ce qu'on a fait ici, eh bien leurs limites sont les mêmes, et donc en fait on a que la limite quand x tend vers plus l'infini de ceci, ça vaut 0. Alors, un petit exemple de calcul de limite. J'ai une f de x qui vaut 1 plus 3az divisé par 4x carré moins 3. La question que je me pose, c'est quand x tend vers plus l'infini, que vaut f de x? A priori, on a du plus l'infini sur plus l'infini. Ce qu'on va faire pour déduire cette limite, on n'a pas de croissance comparée ici, donc on ne peut pas utiliser les croissances comparées. C'est que avant de calculer la limite, et j'insiste sur le avant de calculer la limite, on va transformer l'écriture de f de x pour l'exprimer d'une façon à ce qu'on puisse mieux déterminer la limite. Donc la première étape, ça va être de transformer l'écriture. Or, dans cette transformation d'écriture, on n'est pas encore en train de calculer la limite. Donc ça sert à rien de parler de limite à cette étape-là. Et en plus, ça peut créer des ambiguïtés. Si on parle de limite à ce moment-là, on aurait l'impression que je diviserais l'infini sur l'infini, ce qui n'aurait pas de sens. Donc là, on n'est pas encore en train de parler de limite. Là, on est juste en train de transformer l'écriture, et une fois que l'écriture nous amènera à y voir plus clair sur la limite, là, on parlera de limite. Donc ceci, je vais factoriser par x, c'est toujours la technique qu'on utilise. Quand on va être en plus l'infini, on anticipe déjà ce que je vais faire ici. Avant donc, de parler de ça, on va factoriser par x. Hein, je vous renvoie à ma vidéo sur la factorisation. La factorisation, c'est pas très clair pour vous. En factorisant par x, je vais simplifier les x. X ici vaut une valeur réelle, finie a priori. On n'est pas encore dans le calcul de limite de toute façon, donc on ne s'intéresse pas à ça. Donc on simplifie les x. Il nous reste ceci. Là, vous voyez que si maintenant je fais tendre x vers plus l'infini, je vais être sous cette forme-là, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire finalement ça. Donc là, je peux parler de limite. Je peux dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de ceci, ça vaut 0, mais comme ceci c'est égal à ce qu'on avait dit au début, c'est-à-dire que la limite de ce qu'on avait au début, quand x tend vers plus l'infini, ça vaut bien 0, plus ici pour dire qu'on se rapproche de 0 du côté positif. Voilà un exemple, pour donner une idée. Un dernier exemple un petit peu plus subtil, ça je le fais parce que j'avais dit que j'allais le faire quand on a fait la vidéo sur l'exponentielle. Donc je le fais ici. On va s'interroger sur la limite de 1 plus n, le tout à la puissance 1 sur n. Si vous regardez bien, quand n, donc, quand n tend vers plus l'infini, on va être sous la forme 1 puissance l'infini. Quand je dis 1, je dis quelque chose de proche de 1. On s'interroge sur la valeur de la limite en 0, c'est-à-dire quand n tend vers 0. Quand n tend vers 0, on a 1 plus quelque chose de proche de 0, puissance 1 divisé par quelque chose de proche de 0. Et donc en fait, c'est 1, on est sur quelque chose de la forme 1 puissance l'infini. C'est une FI, comme on l'avait dit. On va le montrer. Enfin, et on va voir comment on peut calculer ce truc-là. Ce truc-là permettra de confirmer qu'effectivement, 1 puissance plus l'infini, ça vaut quelque chose de
qui n'est pas forcément toujours de la même forme. On va parfois avoir des résultats infinis, parfois des résultats finis. Ça, ce qu'on aime bien faire quand on a des puissances, c'est réexprimer cette expression avec l'exponentielle. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo sur le ln. On rappelle que a puissance x est exponentielle de x ln de a. Ce qui joue le rôle de a ici, c'est 1 plus n. Je réexprime ceci. Là, je vais m'interroger sur la limite de ce truc-là. ln de 1 plus n sur n. Et là, en fait, on va utiliser une technique qu'on utilise parfois. C'est la technique de dérivation. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, ce truc-là, ce qui est en haut, je peux le soustraire par ln de 1, puisque ln de 1, ça vaut 0. Donc c'est comme si j'avais rien fait. Et là, je mets n-0 pour bien que vous voyez quoi, qu'en fait, ici, on va être avec, si on cherche la limite quand n tend vers 0, en fait, ça, finalement, ça va être la dérivée de ln en 1. Je vous renvoie à ma vidéo sur la dérivation pour vous refamiliariser, si vous voulez, avec le calcul de dérivée à partir du taux de variation. Et là, c'est le taux de variation en 1. Et comme on parle de limite, on est vraiment dans cette idée de dérivée. Donc là, ici, on a l'expression de la dérivée de ln en 1. Sauf que la dérivée de ln, c'est 1 sur x, et quand x vaut 1, bah, j'ai 1 sur 1, ça fait 1. Et donc, en fait, la limite quand n tend vers 0 de ceci, et donc de ceci, ça vaut 1. Donc, en fait, je vais avoir exponentielle de quelque chose qui tend vers 1 quand n tend vers 0. J'ai donc e puissance 1, c'est-à-dire e qui vaut un nombre fini. Et donc, ici, on a utilisé une technique qui est le taux de variation pour calculer les limites. C'est quelque chose que vous n'aurez pas vraiment l'habitude de voir dans le secondaire, mais je le fais parce que j'avais dit que j'allais le faire dans ma vidéo sur l'exponentielle. Ça permet aussi de voir pourquoi 1 puissance l'infini, c'est une FI. Une FI parce que parfois ça peut valoir quelque chose d'infini, parfois ça peut valoir quelque chose de fini. Donc c'est pas très clair sur le résultat qu'on peut avoir, ce qui rend indéterminé cette forme-là. Donc on a vu déjà pas mal de choses ici, et déjà tout ça, c'est pas mal de le savoir.